Bonsoir, salut à tous et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. On se retrouve cette semaine un peu plus tard que d'habitude, because Festival de Cannes, un plus clair, plus court donc, mais tout aussi dense, puisqu'il y aura le zapping, télé et radio, le visiofond, et un invité, pas n'importe lequel, Jean-Jacques Benex. Le cinéaste ne vient pas faire la promo de son dernier film, mais d'un documentaire sur le loft, et oui, sur le loft. Ça s'appelle Loft Paradox, un concentré de tout ce qui a été dit ou vomi sur la télé du réel, un phénomène de société, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Les lofters première génération nous donneront aussi leurs sentiments sur ce doc, l'occasion pour nous de voir ce que nous réserve la télé-réalité dans les semaines à venir. Jean-Jacques Benex, bonsoir. Bonsoir. Alors, Diva, 35,2 le matin, La Lune dans le caniveau, Mortel Transfert. Si on devait parler du paradoxe Benex, eh bien vous êtes, on dirait, un cinéaste star avec seulement 6 films au compteur en 20 ans. Mais ce soir, vous ne montez pas les marches de Cannes, vous descendez dans l'arène de la télé-réalité avec ce doc, donc Loft Paradox, qui sera diffusé le 28 mai sur Arte. Extrait. L'argument que je retiens, c'est que c'est un événement qui a produit de la parole. Je suis complètement partagé. Je hais le loft. Le lien social que ça a créé, moi je n'en vois que 2 exemples récents en France, c'est les grèves de 95 et le mondial. Il y avait comme des images subliminales partout, c'est-à-dire toute la télé parlait du loft, soit frontalement, soit en creux. Ils étaient fascinés, mais ils étaient fascinés dans leur rejet, dans leur exécration. Ils étaient fascinés pour rire. Je trouvais ça mortel, c'était formidable quoi. Le banal avait quelque chose d'exceptionnel, ça me rendait dingue. Il y avait un phénomène générationnel extrêmement fort, et c'est très rare de le voir surgir à ce point-là. Il n'était pas dit, il était crié, ce phénomène générationnel. Pourquoi est-ce que ça a eu un tel retentissement dans la classe politique? Parce que nous non plus, on ne sait pas où on en est. On est paumés. Tous les hommes politiques qui veulent passer à une émission qui a du succès, ils pensent pas autre chose que les lofters. Ils pensent eux aussi que c'est la télévision qui fait le succès. C'en est fini de la culture française. Et d'abord, la mobilisation quasi systématique du monde intellectuel contre la télévision populaire. La pornographie, c'est ça, c'est pas... Est-ce que ça s'encule, est-ce que ça s'encule pas? On ne sait pas. Le loft est la nouvelle forme du politiquement correct. Alors, politiquement correct, moi j'ai envie de vous poser une question un peu bête. Qu'est-ce que Jean-Jacques Benex est venu faire dans le loft? Précisément, c'était pour s'insurger contre le politiquement correct? Non, contre le mépris pour la télévision populaire. Je n'aime pas le mépris. Et j'aime comprendre. Regardez. Alors, dès lors que vous voulez regarder un phénomène aujourd'hui, vous devez être ou pour ou contre. J'ai pris du recul. Plutôt que d'être dans l'actualité, on a attendu 1 an, on a réfléchi, on a interviewé une centaine de personnes et on a fait des travaux d'aiguille. C'est-à-dire que c'est un travail de cinéaste. Vous êtes tombé dedans tout de suite ou c'est finalement la polémique qui a envahi l'espace public qui vous a fasciné? Je suis tombé tout de suite parce que je suis avant tout spectateur. Donc j'ai été fasciné par ces gens. C'est un peu une télévision en creux d'une certaine manière. Par rapport au formatage de la télévision officielle, il y avait tout d'un coup une durée et il y avait tout d'un coup une sorte de vérité, certes un peu tronquée, truquée, mais plus vraie, plus authentique que le faux direct, la fausse réalité qu'on nous sert dans les journaux télévisés et dans les émissions où tout le monde est beau, gentil, etc. Vous avez le sentiment que le loft est plus réel que les journaux télévisés? Ah oui, bien sûr. C'est oui, bien ça qui dérange. Donc oui, des castings et des montages orientés, de la censure systématique. C'est une télé-réalité qui est très très fabriquée quand même. La réalité du loft, elle est extrêmement fabriquée. Oui et non. Quand vous faites un casting, quand vous faites une équipe de football, hein, vous êtes bien placé pour le savoir et vous ne gagnez pas toujours. Donc en réalité, vous essayez de mettre des gens et puis après, il y a un phénomène de catharsis, il y a un phénomène de groupe et vous ne le contrôlez pas, c'est pas vrai. C'est pas des acteurs, c'est des gens qui expriment un certain nombre de sentiments. Et moi, c'est ça qui dérange, c'est qu'en effet, ils expriment quelque chose qui révèle de notre dedans. Et il y a plein d'émissions aujourd'hui, des débats, etc., où les gens font du politiquement correct, parlent bien, et d'une certaine manière n'expriment rien. Et c'est valable aussi pour les politiques, c'est valable pour les journalistes, c'est valable pour les cinéastes.
Donc, à cet égard, le loft remettait un certain nombre de questions sur le tapis. Alors, avant de poursuivre cette discussion, regardons d'abord ce qui s'est passé cette semaine dans la lucarne. La télé qui regarde la télé, c'est le zapping de la semaine et il va sûrement y avoir du loft dedans. Zapping. On voit la réaction du président de la République, absolument outré, choqué, comme il se doit. Du reste, avec le nouveau ministre des Sports, Jean-François Lamour, et le Premier ministre, M. Raffarin, M. Sarkozy. Et le président quitte là. Le président de la République, voilà, quitte le stade. La Fédération française de football présente ses excuses à la France parce qu'on a sifflé la Marseillaise. La Marseillaise est l'hymne national. Tout le monde doit la respecter. Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. J'ai donc retardé le début du match et demandé au président de la Fédération française de football de présenter immédiatement et publiquement dans l'enceinte les excuses de la Fédération à la France. Il y a eu France-Algérie, tout le monde a sifflé, on a copié. De toute façon, c'est pas notre hymne. Nous sifflons l'hymne national de l'État français, ce n'est pas notre hymne. On a l'hymne corse, il existe, hein, ils auraient pu le passer. Non, mais nous, on s'en fout de la Marseillaise. Ah, on regarde le match, vous savez, Have you ever dreamed? Ok, attends. Have you ever... C'est de la merde. Claude, il parle anglais, Claude. Moi, je parle pas anglais. Claude, il parle anglais. Non, mais t'es en train de nous assassiner, toi, de l'autre côté, t'es en train de te marrer, tu vas voir, tu vas venir avec moi. T'as pas voulu commencer. On est mieux sur un terrain. Ce document est inédit à la télévision. Détournement du ballon au-dessus de la barre latérale d'un bras et avec la main largement ouverte. Puis reprise d'équilibre après détente complète du corps dans l'espace. Et c'est la victoire. Non, 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 non. Incroyable, incroyable. Eh oui, moi je le sentais, c'est terrible. C'est terrible. Ça siffle partout, c'est la honte pour la Scuderia Ferrari, on ne peut pas dire ça autrement. Surtout que après la démonstration de Barrichello tout au long du week-end. C'est pas en reculant qu'on peut dominer un combat, donc ça c'est une sacrée technique, hein. On vous souffle aux oreilles. La plus grande confusion règne au pied du podium du Grand Prix d'Autriche. Schumacher, Barrichello, après vous, je n'en ferai rien. Schumacher refuse de monter sur la première marche. Le Français s'était lancé avec le secret espoir de battre son record du monde de vitesse à vélo, fixé à plus de 130 km/h. À pleine vitesse, la machine de Baronne s'est brisée en deux. Le pilote, sonné, se relèvera quelques minutes plus tard, miraculeusement indemne. Si la bestiole monte sur la table, et vite, tourne à gauche et grimpe au 2e étage, c'est qu'elle en a reçu l'ordre, elle est télécommandée. Grâce au barda qu'elle trimballe sur le dos, les chercheurs agissent directement sur son cerveau. Ils ont implanté 3 électrodes, une dans la zone du plaisir, les 2 autres dans les régions connectées aux moustaches droite et gauche. Vient ensuite l'entraînement, stimulation de la partie droite. Si le rat tourne dans la bonne direction, il reçoit une décharge de plaisir et ça, il s'en souvient. Dans ce laboratoire, ces abeilles sont entraînées pour devenir de véritables petits soldats, des spécialistes dans la détection de bombes. Car ces insectes disposent d'un atout, leur odorat très fin. Alors les scientifiques nourrissent les abeilles avec des fleurs poussant sur des terres qui sentent le TNT. Une fois habitués, les essaims vont s'orienter de préférence grâce à l'odeur d'explosifs pour trouver la nourriture. Il y a quelques semaines,
des armées d'abeilles lancées par un laboratoire texan de l'armée de l'air américaine ont repéré un camion test comportant des traces d'explosifs. Et dans le futur, les animaux pourraient même être équipés de capteurs afin d'être suivis au radar dans leur traque à l'explosif au cœur d'une ville ou dans un aéroport. Puisque désormais, on attaque la police de proximité, il faudra donner à celle-ci les moyens de se défendre. Le ministre de l'Intérieur autorise donc la police de proximité à utiliser pour se défendre les flashballs, ces fusils qui projettent de grosses balles de caoutchouc non perforantes. Les forces de l'ordre, si elles ont affaire à des gens qui utilisent des armes à feu, doivent utiliser des armes à feu. Dans les banlieues, en général, ça c'est extrêmement clair. La balle molle parfumée, tout ça. Elle n'est pas parfumée, attendez, on a vu quand même, c'est des balles en caoutchouc dures quand même. Hein. C'est pas ça. Je suis sûr que la Ligue des droits de l'homme et le MRAP vont exiger qu'elle soit parfumée. Vous êtes favorable? One of us here thinks that we have the world's greatest flag. You decide. Bon, allez. Tout ce qui est fait ici, c'est sincère. Bon, allez, arrête. Eh ben oui, tu m'as nominé. Eh ben revisionne les cassettes, revisionne en s'entend, revisionne. De ta bouche. Tu m'as nominé ou pas? Non. Karine, Laurine, Sandra, Angela, Leslie. Celle qui va quitter le loft ce soir, Arrête. c'est Leslie. Vous avez envie de réagir, vous voyez réagir ce que c'est. Et cette fille, elle est incroyable. Elle a une vitalité incroyable et elle ne se comporte pas dans ce respect, si vous voulez, du rituel télévisuel. Il y a un mec qui la retient tout le temps parce qu'elle veut aller embrasser tout le monde. Mais je préfère ça à ces gens qui, vous voyez, qui regardent personne, qui touchent personne. Là, je trouve ça sensuel. Mais qu'est-ce que vous avez finalement voulu montrer avec ce doc? Parce qu'effectivement, c'est un condensé de tous les arguments pro et anti-loft. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Parce qu'on reste quand même un peu perplexe et confus. Parce qu'on ne peut qu'être perplexe et confus par rapport à ça, qu'il n'y a pas une réponse, et c'est bien le problème. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité. Selon que vous êtes d'ici ou de là, vous allez voir quelque chose, vous allez voir son contraire. Ce que je pense, c'est que la télévision est un enjeu de pouvoir, qu'elle est au centre de la société, et donc que dès qu'elle met en scène quelque chose et que ce quelque chose devient un événement, il faut analyser cet événement. Donc on fait appel à des gens qui sont des analystes et on essaye de mettre tout ça ensemble pour donner un sens. Le sens, c'est que le loft est un paradoxe, c'est-à-dire le contraire de quelque chose de raisonnable. C'est déraisonnable. Vous avez constitué avec ce doc finalement une incroyable banque de données. Loft Paradox est un peu la mémoire de toute la production de paroles qu'a suscité la polémique autour du loft, non? Comme le dit le jésuite, ça a produit de la parole. Alors, analysons la parole, analysons les mots. On n'analyse plus les mots. Or, avant les images, il y a les mots. On est dans une époque qui a réussi à peu près à maîtriser les mots, mais qui ne maîtrise pas les images. Donc, en tant que cinéaste, venant des mots, mais étant arrivé à l'image, j'essaye de mettre ensemble des mots et des images. C'est pas évident, hein. Vous avez rencontré des politiques, des intellectuels, des sociologues, des psychanalystes, des journalistes et bien sûr des anonymes. Comment avez-vous sélectionné les intervenants? Le cinéaste Jean-Jacques Benex a procédé à un casting? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé un peu, si vous voulez, de façon intuitive. Il y avait ceux qui voulaient, il y avait ceux qui ne voulaient pas. Il y avait ceux qui ne voulaient pas, mais méchamment. Comme qui, par exemple? Je veux dire, Monsieur Lelay ne voulait pas, Monsieur Tessier ne voulait pas. En revanche, ça ne l'a pas empêché de censurer, c'est-à-dire de faire des actes de censure graves. Lelay, c'est logique. Tessier, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à Yagon, première chose qu'il fait en arrivant, Marc Tessier, il le président tacle. de France 2, oui. Ouais. France 2, France 3. Et à Yagon est le nouveau ministre de la Culture, il dit au service public, s'il vous plaît, revenez au service public. C'est-à-dire arrêtez de faire de la concurrence avec le privé et
assumez votre rôle d'éducateur, de passeur d'idées. Donc, quand on interdit à une lofteuse de venir dans toutes les émissions du service public, en réalité, on choisit de ne pas faire de la concurrence à des chaînes concurrentes. Donc, on tombe le masque, on avoue qu'on est dans la concurrence et on ne fait pas son boulot, qui est d'essayer d'analyser ce qui se passe. Et puis, on a essuyé aussi, on a essuyé des refus, Séguin qui disait un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, puis finalement non. Sarkozy qui nous a demandé d'enlever son image quand il rentrait chez Drucker, les autres ont donné leur accord. On a demandé l'accord à tout le monde. Hein. Bachelot répondant... Pourquoi avez-vous ôté l'image de Sarkozy? Parce qu'il y a eu une demande de sa femme. Il y a eu une demande de sa femme qui considérait que c'était pas bien pour son image probablement. Et pourquoi avoir accepté de mais parce que sinon j'aurais eu un procès. Moi, vous savez, je suis très... légaliste. Ah bah oui. Oui. Mais il faut quand même le dire. Oui, non mais votre doc, finalement, c'était une forme de phénoménologie sur le concept, mais est-ce que le concept a été bien compris? Parce que c'est vrai que vous ne revenez pas sur la censure, la manipulation. Or ça a été une polémique quand même qui a été aussi très importante. Dans le phénomène télé-réalité, on s'est posé la question, mais dans quelle mesure c'est de la télé-réalité? Puisqu'effectivement, il y a manipulation. Or c'est pas du tout prégnant dans votre documentaire, c'est de laisser de côté. Non, je pense en effet qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a aussi du politiquement correct, mais c'est quand même abordé par la marge, dans la mesure où, par exemple, on ne peut pas dissocier le loft de la publicité. C'est-à-dire que c'est un programme familial. Mais c'est un programme familial qui vend du soufre. Oui, mais quand vous dites et puis après, il n'y a pas de soufre. Quand vous dites on ne peut pas dissocier le loft de la publicité, donc c'est un produit marketé, et comme tous les produits marketés, c'est un produit qui est très très loin de la réalité. Bien sûr. On nous vend du rêve, on nous vend... Bien sûr. Mais oui, mais c'est pas. C'est un des paradoxes du loft. On est bien d'accord. Mais comme le football, je veux dire, le football, c'est marketé, ça fabrique de l'image, cette image se vend, il y a des produits dérivés. C'est la société dans laquelle on vit. Et ça m'intéresse plus. Le football ne se présente pas comme une réalité une et indivisible, une vérité, alors que le loft se présente comme. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est ce qu'on voudrait lui faire dire. Mais si on y regarde bien, il faut quand même pas être... Et puis dans le football, il n'y a pas de montage, c'est du direct pur. Oui, mais il y a tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après. Oui, mais ce qui nous est donné à voir, c'est vraiment en direct, rien n'est monté. Non, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Et même les arbitres ne voient pas. Il faut aussi se dire que le loft, c'est le lieu où des gens ordinaires ont la possibilité de devenir extraordinaires, alors que les gens extraordinaires, comme Monsieur Messier, viennent dans les émissions de télévision pour avoir l'air ordinaire. Alors, vous voyez, c'est un lieu d'inversion. Je pense que le loft remet en scène, repositionne un tout petit peu toutes les données de ce monde qui tourne autour de la télévision. La télévision fait des rois, défait des rois. Elle élit des présidents, elle rend des fascistes sympathiques, des gens sympathiques deviennent antipathiques parce qu'ils ne passent pas à la télévision. La télé fait le succès. Ah oui, je pense. Ce que vous dites, c'est que... Elle fait rêver aussi. Ce que vous avez dit sur le loft également, c'est que pour vous, c'était le plus grand happening depuis mai 68. Est-ce que vous pensez finalement que cette émission marque un tournant? Quel est le signe d'une profonde mutation à la fois de la société et à la fois des médias? Oui, parce que alors là, elle concrétise vraiment une première étape de la convergence. C'est-à-dire? C'est-à-dire la rencontre de l'ordinateur, du téléphone, de la publicité, des produits dérivés, du direct. Cette émission est un direct. C'est, cela dit, un faux direct comme la plupart des directs. Mais c'est un direct. Alors, mercredi dernier, les lofters de la première génération étaient invités à découvrir en avant-première votre documentaire Loft Paradox. Lofter Réaction, c'est un sujet signé Nicolas Bourgoin et on regarde ensemble. Mercredi 15 mai, dans une salle de projection parisienne. Ce soir-là, on jouait du Benex. En avant-première, on projetait Loft Paradox, le dernier documentaire du cinéaste. Alors pour l'événement, il y avait du monde, il y avait Benex bien sûr, mais aussi quelques-uns de nos amis lofters, enfin ex-lofters. Philippe, ben voilà, ex-colocataire. Tu vas bien? Mais pourquoi sont-ils venus? On m'a appelé, on m'a invité, donc voilà, je suis là. Oh bah moi, la curiosité m'attire, puisque j'ai reçu une invitation, donc je viens avec curiosité. Moi je suis venu parce que j'ai reçu une invitation. Un an après, le loft les intéresse-t-il encore? Ah oui. Non, j'ai tourné la page. T'as tourné la page? Bien sûr. Le loft envisagé sous la forme d'un documentaire par, n'est-ce pas, notre ami Jean-Jacques Benex, ça m'attire, oui, effectivement. J'espère que ce sera bien. Et qu'il y a un cocktail aussi parce que j'ai faim. Moi j'ai soif. Quand même, non?
Cocktail et petit four, oui, tout est prévu, mais avant, il y a le film qui propose un décryptage de quelques-uns des paradoxes qui criblent les multiples réflexions de nombreuses personnalités françaises. C'était dans ce sens-là. En gros, pendant 80 minutes, on parle du loft, toujours du loft, et rien que du loft. Quand les gens disent l'infiniment rien, c'est dans la politique. À la fin de la projo, c'est du doc de Benex dont on parle, réaction d'un des spécialistes de la télévision. Toute la question, c'est toujours la même par rapport à la télévision, c'est-à-dire que jusqu'où les gens qui regardent la télévision ont envie de réfléchir dessus. C'est comme le football, c'est-à-dire que est-ce qu'on a envie vraiment de savoir ce que c'est qu'une passe pour apprécier une passe? Est-ce qu'on a envie de savoir quel problème pose Love Story pour regarder Love Story? Voilà, c'est ça la question. Et nos lofters, eux, qu'en pensent-ils? Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Qu'est-ce que tu vas en retenir déjà? Est-ce que t'as... Ce que je retiens du film, de toute façon, ça retranscrit ce que la plupart des gens, toute classe sociale confondue, etc., ont pu en penser. Je ne savais pas que ça avait créé tant d'engouement, surtout en particulier dans la classe politique. Je ne savais pas tout ça, je découvre. Et alors, votre réaction, est-ce que ça... C'est fou, mais c'est fou. J'ai pas compris le phénomène Love Story, moi, j'avais pas compris. Aujourd'hui, en regardant ça, différents commentaires, j'ai compris beaucoup de choses. Et là, je me sens vraiment vidée. Je sais pas pourquoi. Oui, soulagée, oui. Soulagés, oui, grâce à Loft Paradox, nos anciens lofters semblent avoir enfin mesuré l'engouement qu'avaient suscité leurs 10 semaines de surmédiatisation. Alors ils sont reconnaissants du travail de Benex. Tout cela méritait bien une photo. Au fait, Benex entre 4 lofters, il n'y aurait pas un paradoxe dans tout cela? Leur point de vue vous intéresse? Bien sûr. Oui, mais je pense que c'est maintenant qu'il faudrait faire quelque chose avec eux maintenant. Et vous auriez envie de le faire? Oui. Vous allez le faire? Pas possible, je suis assez barge pour faire ça. Est-ce que, pourquoi ne pas avoir finalement intégré leur témoignage dans votre doc? Ça aurait brouillé... Ça aurait brouillé le point de vue. En plus, moi j'ai commencé pendant le loft, donc vous voyez, et ça s'est poursuivi pendant tout l'été, et on a fini après le 11 septembre. Donc d'une certaine manière, ils étaient plus dedans, et ils n'étaient pas encore assez loin. Et je pense qu'on avait assez parlé d'eux, je pense qu'il fallait suivre cet angle. Là, c'était quand même un point de vue éditorial. Oui. Est-ce que M6 a eu un droit de regard sur ce documentaire? Absolument pas. Je m'adresse à nouveau au psy que vous auriez aimé être, parce que vous avez fait 3 ans de médecine. En faisant ce doc et en donnant la parole à chacun, finalement, vous faites défiler un peu toute la société sur votre divan. Vous les écoutez, vous ne portez pas de jugement, vous soulignez les paradoxes, vous donnez des pistes. Vous êtes un grand humaniste, Jean-Jacques Benex? Écoutez, grand, ça je ne sais pas, et je ne prétendrai pas, mais humaniste certainement. Bon, alors je vais vous poser la question à l'inverse. Ce doc pourrait aussi être interprété comme un regard finalement ironique et glacial sur une société qui discourt sur rien, un loft à l'échelle d'un pays qui disserte sur le vide, à grand renfort d'arguments pour combler ce vide. Vous n'êtes pas à ce point cynique, rassurez-moi. Répondez-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a une petite part de cynisme. Ouais. Mais c'est la part de quelqu'un qui a aussi reçu pas mal de coups et vécu des très grandes hauteurs et des très grandes abîmes. Oui. C'est une façon de... C'est une... Je pense que les élites doivent se regarder. Bon, alors Jean-Jacques Benex, on va faire une pause, si vous le voulez bien, le temps d'une page de pub. On continuera à parler avec vous du loft et de ces paradoxes des futures émissions de Réel TV que les chaînes françaises nous concoctent, sans oublier bien sûr le zapping radio et le visiofo, mais tout de suite de la Réel pub. C'est parti. Nous sommes de retour sur le plateau de Plus Clair, toujours à mes côtés Jean-Jacques Benex, dont le doc Loft Paradox sera diffusé donc le 28 mai sur Arte dans le cadre de 10 ans de... 10 ans d'Arte. La télé vue par Arte. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous allez pouvoir mettre en chantier plein d'autres documentaire parce que nous allons maintenant passer en revue ce que la télé du réel nous réserve à court ou moyen terme. Sexe, phobie, robinsonnade et asticots à gogo. C'est un sujet signé Nicolas Bourgoin. Loft Story, c'est avec ce programme qu'il y a 1 an, M6 ouvrait les hostilités de la télé-réalité en France. La version 2 du Loft a annoncé l'arrivée d'une longue série de nouveaux programmes de Réal TV. Attention, à partir de cet été, vous allez en déguster de la télé-réalité et à toutes les sauces. Il y a d'abord les programmes éprouvés déclinés en version numéro 2.
Non mais tu m'agresses. Je te casserais la gueule si je pouvais. Tu es en train de hurler, Commencez pas. Koh-Lanta notamment revient cet été sur TF1. Nos aventuriers ont quitté l'Indonésie pour le Costa Rica. Les épreuves seront, paraît-il, plus difficiles, la nature plus hostile et les animaux plus féroces. Ça promet, oui, 14 prime time pour la première chaîne pendant 14 semaines. Et aux commandes, Denis Brognat, un ancien journaliste du service des sports de TF1. Sous 16 à vouloir devenir star, un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Tout voir, oui, dès la rentrée de la Star Academy sur TF1 en octobre ou novembre prochain, alors qu'M6 pourrait bien proposer à des jeunes talents, filles et garçons, d'accéder une fois encore à la gloire en devenant pop star. Place aux nouveautés maintenant, plus hard, plus cul, plus gore. Sur TF1 d'abord, bienvenue sur l'île de la Tentation. Le concept, larguer 4 couples non mariés sur une île du Honduras avec une batterie de célibataires tous plus beaux et chauds les uns que les autres. Cette émission, diffusée cet été et produite par Glem, une filiale de TF1, a déjà fait un carton outre-Atlantique sur la chaîne Fox. À la rentrée maintenant, Endemol, qui produit le Loft, devrait proposer sur TF1 encore le harem. Le harem est un concept scandinave qui met en scène 4 femmes et 18 beaux gosses célibataires. Le but, former 4 couples, dont un seul gagnera un tour du monde. Depuis lundi sur TV, on a mis les voiles avec Love Cruise. C'est un programme racheté à la Fox qui devrait servir de test pour Love Boat, cette fois, une autre émission de télé-réalité. Elle devrait être diffusée cet été sur M6. Sur Love Boat, 4 filles choisissent les garçons. Il y en a 100 au départ, puis 16 sur le bateau. À la fin, un seul gagnant qui choisira sa gagnante. Producteurs et diffuseurs n'hésitent donc plus à se jeter à l'eau en matière de télé-réalité trash. Car il n'y a pas que le cul qui fait vendre, non. Il y a aussi le crade. Avec Fear Factor, notamment, qui a fait un malheur sur NBC aux États-Unis. De quoi vous couper l'appétit. 6 candidats repoussent les limites de leur peur et celles de leur dégoût. Regardez ce qui vous attend. C'est à la rentrée, Endemol a racheté les droits, TF1 diffusera et cerise sur le gâteau, c'est la gaffe qui présentera cette émission. Un peu de poésie peut-être avec La Ferme qui n'est pas présentée comme un programme de télé-réalité. Et pourtant, nous allons suivre 6 hommes et 6 femmes dans leur laborieux apprentissage d'une vie de fermier de la fin du XVIIIe siècle. Le concept, suédois, racheté par Expand, producteur de Popstar sur M6, devait être diffusé sur France 3, qui n'en veut plus. Avis aux amateurs. Et pour finir, ce programme qui n'est pas encore prévu sur nos chaînes de télé et qui pourtant cartonne aux États-Unis sur la chaîne ABC, The Bachelor ou Le Célibataire. L'idée, un beau mâle plein aux as doit choisir une épouse entre 25 superbes filles. Pendant plusieurs semaines, il courtise, il élimine, il en profite. Bref, c'est le bonheur pour lui. À la fin, il devrait même être marié, comme quoi il n'y a pas que le cul qui compte dans les programmes de la nouvelle télé-réalité. Vous êtes friand de ce genre de programme, vous auriez envie d'y participer? Ah, pourquoi pas? Oui. Vous aussi? Non. Non. Mais je sais pas, moi, de toute manière, j'ai pas les critères. C'est-à-dire? Je suis trop vieux. Pourquoi vous n'avez pas les critères? Il n'y a pas de vieux. On peut faire des lofts seniors. Hein. Ah oui, s'il y a un loft senior, à ce moment-là, vous me reposerez la question. Mais, mais j'aurais, à 20 ans, vous bottez en touche. Est-ce que vous auriez, par exemple, eu envie de participer au loft, effectivement? À 20 ans, oui. Ce type de programme, c'est un avenir télévisuel qui vous réjouit? Je m'en fous un peu, pour tout vous dire. Je pense qu'on a ce qu'on mérite, on a la télévision qu'on mérite. Il y a certainement des choses bien plus épouvantables dans le monde, et en même temps, d'une certaine manière, ce qui nous dérange là-dedans, c'est que ça révèle ce que nous sommes. Donc, regardons-nous. Jean-Jacques Benex, en tant que cinéaste, vous savez que l'image a son importance, mais aussi l'audio. Une transition un peu foireuse pour lancer le zapping radio avec Antoine Boilly aux écouteurs. C'est parti. Jean Lefebvre dans Le Gendarme à New York. Allô? Allô, mon adjudant. Faut me sortir d'ici, mon adjudant. C'est une erreur. J'en peux plus, mon adjudant. Je vais devenir cinglé. Mais c'est une erreur. Faut me sortir d'ici, mon adjudant. Mais il n'y a pas d'adjudant. Qu'est-ce que vous foutez là? À qui téléphonez-vous? Merde-toi à mort, mon adjudant. Mais c'est pas ce numéro. C'est votre numéro. Qu'est-ce que vous avez mangé, bande de vaches? Qu'il est con. Je vais devenir cinglé. Si on écoutait Alain Sanchon, Alain Souchon... C'est le poulet qu'on a le droit de manger avec ses doigts. 3 doigts seulement, et, ben c'est pas simple. Les asperges. En général, la maîtresse de maison qui commence à manger la première doit donner l'exemple. Voilà, elle attrape l'asperge. Si la maîtresse suce, tu suces. Question d'Ardisson. Est-ce que tu accepterais d'être paralysé si, en échange, la famine cessait en Afrique? S'installe une espèce de débat. Ah oui, mais paralysé comment, etc. Paralysé comme, tu sais, la fille, là, machin, en fait, c'était Diane Pretty. On a appris hier
clair qu'au moment même où Ardisson posait ces questions obscènes, Diane Préty mourait. Cher Thierry Ardisson, vous qui aimez tant à demander à vos invités s'ils sont sodos, laissez-moi vous dire que l'enculé, c'est bien vous. L'émouvante confession du jour. C'est celle de Benjamin Castaldi qui déclare dans Ici Paris « J'étais un abruti gros et prétentieux. On est content de savoir qu'il a maigri. » On va essayer de faire un quiz foot pour William. Je te donne des noms de personnalités, tu me dis si ce sont des joueurs de football ou pas, d'accord ? Ouais. Gerhard Schröder. Il fait du foot, non ? Bebeto. Non. Jean-Pierre Descombes. On va dire... Oui. Une fois par mois, j'ai une audience auprès du maire de ma chère ville Le Mans. Tous les mois, le maire du Mans vous consulte. Oui. Ça alors. Mais oui, c'est... Qu'est-ce que vous allez lui dire tous les mois alors ? Je sais pas, il me conseille. J'arrive dans son bureau, il est 22h. On est 3. Il y a ma maman, le maire et moi, et on parle comme ça de tout et de rien. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou ? Tu mêles ta maman, des trucs comme ça ? Oui. C'est vrai qu'aller chez le maire vers 22h. Non, 20h. Il doit dire « Merde, il a encore amené sa mère !» Et à propos des lofters, je tiens à préciser que nous souhaitions inviter un lofter deuxième génération, mais ni M6 ni Endemol ne nous l'ont permis. Alors, pour finir dans votre doc, on est pour ou contre le loft. On n'a pas le droit de s'en foutre. Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais... Mais il n'y a personne dans votre doc qui dit « moi je m'en fous du loft ». Il n'y a pas d'abstentionniste. Non. Ben, vous savez qu'ils ne sont pas décomptés. Hein. Ça doit être à cause de ça. Non, mais c'est étonnant, c'est vrai. Ouais, mais... Puisque... Non, mais probablement parce que j'ai eu la faiblesse de n'aller voir que des gens qui étaient pour ou contre. Et donc, moi aussi, je suis inconsciemment rentré dans le moule. C'est très difficile d'échapper au formatage. Et je ne prétends pas y échapper. Et d'ailleurs, vous m'avez repéré, je suis gaulé. Jean-Jacques Benex, merci. Je rappelle que votre documentaire passera sur Arte donc le 28 mai à 20h45, pour être précise. Tout de suite, nous allons nous connecter avec nos lofters à nous. Ils sont 2, sous l'œil d'une caméra. C'est Omar et Fred et leur visiophone. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça m'est. Je trouve pas ça très sympa, non ? Ah, je suis pas d'accord, hein. Bonsoir, c'est Igor du Pas-de-Calais, t'as vu Pépère tranquille, je suis là. Voilà, moi j'appelle parce que j'ai vu que Laurence Boccolini de Maillon Faible, elle va ouvrir un restaurant. Ben, c'est qu'on pourrait, elle va jamais réussir à rentrer dedans. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous, on aura de la place sur les banquettes. Bonsoir Jean-Jean, bon, moi je suis super content, j'ai la pêche, je suis célibataire, je viens de divorcer de ma femme, c'est génial. Non, je vous appelle parce que j'ai vu que les petites gamines d'M6, là, celles qui mettent beaucoup de parfum, les L5, elles seront le 16 juin au Zénith de Paris. Ah bah c'est bien, je suis super content pour elles, mais elles vont voir qui en concert? Oh le célibat, ça me va trop fort. Salut, nous c'est Pat et Nico. Bon, ouais. C'est clair que nous on n'a pas notre langue dans notre poche. Exact. On appelle pour dénoncer tout le temps les injustices à visage découvert. Et notamment, on trouve ça inacceptable que la Marseillaise ait été sifflée lors de la finale de la Coupe de France de football. C'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. En plus, c'est qui qui a sifflé? Mais c'était les Bleus, c'était Bastien, les Corses. Ouais, c'est clair. Franchement, c'était pas bien, il faut pas faire des trucs comme ça. De toute manière, je vais te dire un truc, les Corses... Ouais, ils ont... Ça se fait pas de siffler. Corse. Moi, de toute façon, j'ai pas vu le match. De toute façon, si c'est clair que les gens moi, j'ai pas s'arrêtent à 2 personnes qui sifflent, je trouve ça bidon, quoi. Faire des généralités, ouais, on peut pas faire des choses comme ça, et on est là pour dénoncer les amalgames. En fait, moi, j'ai pas vu le match de toute façon. Pourquoi tu parles? On n'a rien vu. Bonsoir. Voilà, plus clair, c'est terminé. Pour cette fois, on se retrouve la semaine prochaine à 19h30. Tout de suite, la suite. Salut à tous.